Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Julia Burke, je suis journaliste professionnelle depuis 11 ans. Merci au lycée Léonard de Vinci de m'avoir invitée aujourd'hui pour cette conférence. J'ai eu envie en fait de vous parler un petit peu du rapport et des liens entre les médias et les réseaux sociaux. Parce que je pense que c'est une thématique qui est importante. Voilà, l'idée n'est pas d'opposer, on va dire, votre utilisation des réseaux sociaux avec l'utilisation des médias, mais plutôt de comprendre un peu l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui dans la diffusion de l'information de manière générale. Voilà, je vais juste d'abord faire une petite introduction rapide pour vous parler un petit peu de mon parcours professionnel, pour que vous compreniez un peu qui je suis, comment j'en suis arrivée là aujourd'hui à faire cette conférence devant vous. Donc moi j'ai un parcours un peu atypique, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai pas suivi la voie classique pour devenir journaliste. Alors la voie classique c'est plutôt Sciences Po, les écoles de journalisme, après on entre dans une rédaction et puis on fait une bonne partie de sa carrière dans une rédaction. Moi c'est pas ça que j'ai fait. En fait moi j'ai commencé d'abord par faire un BTS photographie dans un lycée d'art appliqué à Paris. Parce qu'au début, je voulais vraiment être photojournaliste. Pour moi, la photographie, c'était ma manière à moi d'exprimer, de parler de raconter, de donner des informations. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que ça ne me suffisait plus. En fait, j'avais aussi envie d'apporter à l'image donc l'écriture journalistique. Du coup, j'ai préparé les concours des écoles de journalisme, mais je les ai pas eus à Lyon. Donc, je suis rentrée à l'université en licence Infocom à la fac de Lyon. Voilà, donc j'ai fait une première année de licence et après, je suis partie en master 1 production multimédia à Bucarest, en Roumanie, en Erasmus. Du coup, j'ai fait mes deux années de master à Bucarest, donc j'ai un diplôme roumain. Et en fait, j'ai commencé à travailler en Roumanie comme correspondante pour les médias français. Donc, je travaillais pour le Courrier des Balkans, qui est le site internet de référence sur la région des Balkans. J'ai travaillé également pour des magazines comme Alternative économique. J'ai commencé à travailler pour la radio aussi, Radio France Internationale. Voilà, du coup, je suis restée 5 ans à Bucarest, où je suis devenue spécialiste, on va dire, de cette région. Je suis allée travailler aussi en Bulgarie, en Moldavie, en Grèce. Voilà, donc je suis spécialisée un peu sur cette petite région d'Europe de l'Est. Et puis après, je suis rentrée en France et j'ai continué à développer ce qu'on appelle des piges. Donc en fait, j'étais pigiste pendant très longtemps. Ce qu'on a dit pigiste, ça veut dire qu'on fait des piges. On travaille pour plusieurs médias différents, mais on n'est pas salarié d'une seule rédaction. Donc moi, c'était ce que j'avais envie de faire parce que même si on est un peu plus précaire, on a plus de liberté et on peut travailler sur des sujets qui nous intéressent mieux, qu'on connaît bien, on est spécialisé sur des thématiques. Et moi, j'avais vraiment envie de continuer à faire ça. Et puis récemment, je me suis installée en Haute-Loire. Et puis, en parallèle, j'ai commencé à développer des ateliers d'éducation aux médias et à l'information. C'est-à-dire que je vais dans les établissements scolaires. Alors, ça peut aller de l'école primaire, donc à partir du CM1, CM2, jusqu'à des étudiants, des lycéens, même à l'université de Saint-Étienne aussi, où je peux intervenir sur différentes thématiques, parler des médias, faire envoyer les élèves en reportage, leur faire faire de la radio, leur faire faire des journaux, enfin voilà, les faire réfléchir sur les réseaux sociaux, enfin tout ça, toute une palette d'ateliers en lien avec l'univers médiatique, parce que pour moi, je pense que c'est important aujourd'hui que des jeunes comme vous, en fait, ils comprennent un peu mieux notre métier, ils se questionnent sur les informations qu'ils reçoivent tous les jours. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je suis là. Aujourd'hui. Du coup, j'avais envie de vous parler un peu aujourd'hui des médias et des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, depuis une dizaine d'années, l'utilisation des réseaux sociaux, ça a complètement modifié notre manière de s'informer. Et en fait, dans les usages quotidiens des Français, télévision, radio, journaux imprimés côtoient désormais Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat et compagnie. Du coup, se pose vraiment la question du statut de l'information. Est-ce qu'une information qui est diffusée sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle a le même statut, la même fiabilité qu'une information qui est diffusée dans les médias? Alors ça, c'est une question qui est libre. Il n'y a pas forcément de réponse. Et la réponse, c'est pas moi qui vais vous la donner. En tout cas, la réponse, c'est plutôt à vous. Cette question, c'est plutôt à vous de vous la poser et à vous d'apporter la réponse que vous avez envie
d'apporter voilà, suite à cette petite présentation. Du coup, ce qu'on a constaté en fait ces dernières années, c'est que du coup la manière dont les gens s'informent, elle a énormément évolué. Donc c'est un sondage, je précise les sources, c'est un sondage, une enquête menée, un sondage IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch en décembre 2018. Donc voilà, si on regarde l'ensemble des sondés, on voit qu'en fonction de l'âge, la manière de s'informer, elle diffère. Alors plus on est jeune, donc comme vous, plus on va avoir tendance à s'informer via Internet et les réseaux sociaux. Et plus on est âgé, plus on va avoir tendance à s'informer via la télévision. Si on regarde plus précisément sur Internet, là c'est-à-dire qu'on va rentrer un peu dans le détail. Si on regarde l'ensemble des sondés, on voit que les sites d'information des grands médias restent quand même prioritaires, on va dire pas prioritaires, mais d'abord en amont, avant les réseaux sociaux, les portails, les applications et les sites de vidéos en ligne. On va aller encore un petit peu creuser. Donc pareil, en fonction de l'âge, plus on est jeune, plus on va avoir tendance à aller s'informer sur les réseaux sociaux et un petit peu moins sur les sites d'information des grands médias. Et de la même manière, plus on est âgé, plus on va avoir tendance à s'informer sur les sites des grands médias et moins sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose où vous me direz, oui, bon, c'est assez classique, c'est pas extrêmement, on va dire, novateur de montrer ça comme information. Mais ce qui est encore plus intéressant, je vous montre la suite, c'est que précisément par rapport à la manière dont vous vous informez, en fait, on va avoir ce petit focus là sur une forme d'adhésion à différentes affirmations complotistes. Et ce qu'on peut regarder, c'est que les personnes qui s'informent majoritairement, on va dire, sur les sites d'information de grands médias, car 45%, ne croient à aucune théorie complotiste. En revanche, si on regarde ceux qui s'informent à 45% sur les réseaux sociaux, en fait, il y a 45% d'entre eux qui vont croire à cette théorie ou plus. Alors, qu'est-ce que ça montre, en fait Qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer via ce petit sondage, en fait? C'est la perméabilité, si vous voulez, entre l'adhésion à des théories, on va dire, complotistes, et puis de la réinformation, de la désinformation, et l'utilisation des réseaux sociaux. Pourquoi ça me semble important, en fait? Je pense que ce qui est important de dire, c'est que après vous me direz oui, mais pourquoi est-ce que c'est grave de croire dans des théories complotistes? Quel est le problème au final avec ça, si on ne croit pas des discours dominants? Alors après, moi je pense que chacun peut croire dans ce qu'il a envie de croire, mais il faut savoir aussi que ce que vous croyez, ce que vous pensez, c'est-à-dire en fait tout ce qui vous entoure, la manière dont vous vous informez, ça a un impact sur votre quotidien, sur vos choix ou sur vos décisions. Par exemple, je vais donner un exemple assez précis. Si on prend l'élection de Donald Trump il y a presque 5 ans, je crois, en fait, on se rend compte que Donald Trump a été élu sur la base d'un électorat en fait, qui a cru énormément à des rumeurs, des théories du complot, ce genre de choses. C'est-à-dire que les croyances, on va dire, et les savoirs de ces personnes-là reposaient sur des choses qui étaient fausses. Et du coup, leur vote a été affecté, s'en est vu affecté par leurs croyances et par les informations qu'ils ont eues. Et c'est là, je pense, que c'est important de bien s'informer. C'est qu'au final, on s'informe bien pour pouvoir, après, faire des choix en conséquence. Ce qui est important, c'est que les choix qu'on fait, il faut qu'ils soient basés sur des choses qui sont vraies. Du coup, on va rentrer un peu d'abord. Alors vous allez dire, oui, mais qu'est-ce que c'est qu'une information? Là, je vais essayer de faire un peu court. Basiquement, une information, elle doit avoir intérêt pour le public concerné. C'est-à-dire, par exemple, si je dis hier, je suis allée promener mon chien, on pourrait dire, oui, ça, c'est pas forcément une information parce que ça intéresse personne. Donc, c'est différent, si vous voulez, d'une anecdote ou d'une histoire personnelle. Deuxièmement, elle doit être factuelle, c'est-à-dire que je donne mon avis. Alors quand je donne mon avis, si je dis je pense que Griezmann ou Payet c'est le meilleur joueur français, alors ça c'est un avis. Alors maintenant je suis plus trop à la page sur les joueurs de foot, mais ça c'est un avis, c'est une opinion. En revanche, si je dis Payet est le meilleur joueur de foot parce que cette année c'est lui qui a marqué le plus de buts, là je me base sur une information qui est factuelle et qui est vérifiée. Et ça c'est la grosse différence, parce qu'on peut avoir tendance à croire que
C'est pas parce qu'un avis, c'est forcément une information. Bah non, un avis, une opinion, en l'occurrence, vous avez le droit d'avoir vos avis, vous avez le droit d'avoir vos opinions, mais ce n'est pas une information, c'est votre propre point de vue, d'accord ? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que, et c'est là où repose tout, si vous voulez, toute la base du métier de journaliste, c'est qu'il faut qu'une information, elle soit vérifiée. Alors, c'est tout un processus de vérification, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard. C'est la différence des rumeurs, des on-dit, tout ça. Donc voilà, la base du métier de notre métier repose sur la vérification de l'information. Et quatrième critère, il faut que cette information ne procure aucun bénéfice à celui qui la révèle. Par exemple, alors parfois c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est comme si une publicité, en l'occurrence, c'est pas une information. Ok, ça vous donne des informations, par exemple le prix, la couleur d'un produit, tout ça, mais ce n'est pas une information en tant que telle, puisque l'intérêt derrière, c'est que l'entreprise qui commercialise ce produit, en fait, vende ce produit et gagne de l'argent sur ce produit-là. D'accord ? Donc ça, c'est très important aussi. Il ne faut pas que ça amène un bénéfice à celui qui diffuse cette information. D'accord ? Ça, c'était pour vraiment essayer de comprendre ce que c'est qu'une information. Après, alors à l'opposé, si vous voulez, là, on va avoir une information et de ce côté-là, on va avoir ce qu'on appelle les fake news. Alors, entre une information et les fake news, il y a tout un vocabulaire, une palette de vocabulaire. Et là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun. On va pouvoir dire des wax, des canulars, qu'est-ce qu'il peut y avoir de la mésinformation, de la désinformation, des fake news, des théories du complot, tout ça. Enfin, il y a toute une palette, en fait, d'informations, enfin soi-disant d'informations, et qu'on pourrait avoir. Voilà, je ne vais pas rentrer exactement dans le détail. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, donc fake news, ça vient de falsifier, faux, truqué en anglais, et news, actualité, information. On a l'impression aujourd'hui qu'on en parle beaucoup des fake news, on a l'impression que c'est récent. En fait, c'est pas du tout ce qu'on appelle les fake news, c'est pas récent du tout. Je vais vous en montrer une d'ailleurs qui date d'il y a quelques. Vous l'avez peut-être déjà vu ça en. Ça vous dit quelque chose ou pas ? Vous l'avez peut-être déjà vu en histoire. Je ne connais pas le programme d'histoire par cœur. C'est une image de propagande. C'est une image de propagande en fait qui date de 1937, où on voit donc Staline à gauche, avec à sa gauche à lui un collaborateur qui s'appelle Nikolai Yezhov, qui était le chef du NKVD. En fait, en 1939, il a été démis de son poste, et puisqu'il était en conflit avec Staline, et on voit une image qui a été diffusée par la suite sans cette personne-là. Donc vous voyez ça, typiquement, on pourrait dire « Ah, mais ça, c'est le genre de truc de photomontage hyper facile à faire qu'on pourrait retrouver sur les réseaux sociaux. » Alors effectivement, ça, c'est typiquement, on va dire, la base de la fake news, c'est la photo retouchée où on a... alors Photoshop n'existait pas à l'époque, mais le processus était globalement... les processus étaient globalement les mêmes, où on voit en fait qu'il a, pour son intérêt à lui, fait disparaître la personne de la photo. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, toutes ces fake news, en fait, l'idée de mentir, de manipuler, tout ça, c'est pas récent en fait. Ça existe, ça a toujours existé. Il y a toujours eu cette volonté de manipuler. La seule différence aujourd'hui, si on prend par rapport à ça, c'est qu'avant, les moyens de diffusion étaient, on va dire, très restreints. Ça partait de l'appareil d'État, ou d'une personne, ça allait dans une gazette, il n'y avait pas encore la télé, alors qu'aujourd'hui, maintenant, via les réseaux sociaux, en fait, les fake news se diffusent extrêmement vite. Et c'est ça le changement, c'est ça le gros changement de notre ère aujourd'hui. Oui ? Je t'expliquerai ça après, d'accord ? Ou tu demanderas à ton prof d'histoire sinon. Mais donc voilà, la grosse différence c'est ça en fait, c'est pourquoi aujourd'hui en fait une fake news, elle a effectivement un impact beaucoup plus important, c'est parce qu'elle a une diffusion qui est majeure. Alors, j'avais un peu aussi envie de voir qui produit des fake news et pourquoi. Il y a plusieurs producteurs de fake news. En fait, c'est à partir de ces producteurs-là qu'on arrive aussi, enfin des producteurs de fausses informations, qu'on arrive un peu à voir aussi pourquoi elles sont produites et quels sont les intérêts des personnes. Parce qu'il faut toujours avoir en tête qu'il y a tout le temps
un intérêt derrière qui est plus ou moins visible ou plus ou moins évident. Donc premièrement, à des fins électorales ou politiques, donc les personnes qui peuvent être militantes ou très idéologisées par exemple, elles vont avoir envie de produire des fausses informations pour que les gens pensent typiquement pareil qu'eux et aillent dans leur même sens qu'eux. Donc ça, c'est les premiers producteurs. Les deuxièmes, ça peut être dans un but lucratif. Ce sont des personnes qui gagnent de l'argent en produisant des fausses informations. Il faut savoir que la production de complots, de théories du complot, tout ça, ou même des fausses informations, ça ramène énormément d'argent à ceux qui les produisent, et notamment sur Internet. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus loin. D'autres qui le font par sadisme, par jeu ou pour faire peur, c'est ce qu'on appelle communément les trolls. Peut-être que c'est un nom que vous connaissez, vous en avez déjà entendu parler. Donc voilà, les trolls, on les voit partout sur Internet, ils sont hyper visibles, hyper évidents, et parfois c'est pas forcément facile de voir que ce sont des trolls et qui font ça juste pour faire peur. Et quatrièmement, les personnes qui en produisent par méconnaissance, c'est-à-dire, en gros, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est les personnes qui nous entourent. On a tous, un jour ou l'autre, partagé ou repartagé une fausse information. Sauf que la grosse différence, à la différence de ces trois premières catégories, les personnes qui le font par méconnaissance, en fait, ce n'est pas intentionnel. C'est-à-dire que vous partagez en bonne connaissance, avec votre bonne foi, vous partagez ces fausses informations en pensant que c'est vrai. Alors qu'il y en a d'autres, les trois premiers, ceux qui les produisent et qui les partagent, ils savent pertinemment que ce sont des fausses informations. D'accord ? Et je pense que c'est là où on peut affiner un peu plus la définition des fausses informations. Il faut savoir qu'une fausse information, elle a été produite elle a été produite en tant que telle. Depuis le début, la personne qui la diffuse, elle sait qu'elle est fausse. À la différence du coup de cette quatrième catégorie, où en fait, on voit qu'on ne fait pas forcément exprès de diffuser ces fausses informations. Donc ça, c'est ce que je vous raconte là, ça vient d'une sociologue du web, Caroline Fayet, qui a écrit un bouquin sur cette question-là, et notamment, elle a vraiment détaillé qui produit les fausses informations et pourquoi. Moi, à ces 4 catégories, j'en rajouterai 2 autres. Il y a pour faire rire. Ça aussi, c'est... alors, je ne sais pas si vous connaissez un site internet qui s'appelle le Gorafi, qui est un site parodique, qui est vraiment... alors, faut le prendre... Beaucoup de gens le prennent au premier degré, mais il y a vraiment ce qu'on appelle des canulars, si vous voulez. C'est des canulars et c'est des choses qui sont assez drôles, mais qu'on pourrait prendre quand même au premier degré. Donc ça peut être une 5e catégorie. Et la 6e catégorie, ça va être les États. Donc comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec la photo de Staline, ça va être principalement les dictatures. Il peut y avoir des pays comme la Chine notamment, qui au niveau étatique, en fait, pour faire de la propagande, ils produisent eux-mêmes des fausses informations. D'accord ? Tac. Allez, on continue. Donc je parlais tout à l'heure, pourquoi l'ère digitale, elle change les choses. En fait... Déjà, comme je vous disais, les nouveaux canaux de diffusion, ils ont vraiment explosé. C'est-à-dire qu'avant, on était passé du journal national, de la gazette locale, de la radio. Il y avait une chaîne de radio, voire 2, qui appartenaient à l'État. Pareil pour la télévision. Aujourd'hui, déjà des centaines de chaînes de télévision, dont énormément de chaînes de télé en continu, qui posent aussi problème. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter tout à l'heure dans la production de fausses informations, mais aussi les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a eu ce qu'on appelle une libéralisation de l'information. C'est-à-dire qu'avant, en gros, qui produisait de l'information ? C'était les journalistes. C'était les gens qui avaient fait une école de journalisme, ou pas forcément, mais qui étaient du métier, qui connaissaient la déontologie, qui travaillaient sur le terrain, qui savaient comment écrire un article, qui savaient comment poser des questions, qui savaient vérifier ces informations. Et qui, du coup, publiaient dans les organes en question, enfin dans les journaux ou les télés pour lesquels ils travaillaient. Aujourd'hui, en fait, les producteurs d'informations, ça peut être n'importe qui. Ça peut être vous, ça peut être votre voisin, ça peut être votre grand-mère, ça peut être... En fait, et c'est ça où ça a changé, c'est-à-dire que le statut de journaliste, il est plus devenu réservé qu'aux seuls journalistes, en fait. Il est aussi maintenant, par le biais des réseaux sociaux, vous aussi, vous pouvez être producteur d'informations. Et après, c'est pas
Alors je ne dis pas que si c'est bien ou mal, en fait, il n'y a pas forcément de réponse à cette question-là, mais la seule différence, c'est que du coup, quand vous produisez une chose que vous pensez être vraie ou une information, vous n'avez pas forcément tous les réflexes derrière de mécanismes de vérification de l'information, de voir si c'est vraiment vrai, de voir si ça s'est vraiment passé, enfin tout ça, alors que nous, en théorie, normalement, si on fait bien notre boulot, on est censé avoir tout ce mécanisme de vérification de l'information. Tac. Et puis, il y a aussi cette question de, en fait, par rapport à la libéralisation de l'information, quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression que, en fait, l'article que vous allez lire, il peut être mis sur le même pied d'égalité qu'un article écrit par un journaliste, parce que aussi, au niveau de la forme, tant que du contenu, au niveau de la forme, il ressemble à un article, c'est-à-dire qu'il y a le titre, il y a le chapeau, il y a la photo, et il se présente comme un véritable article. Et du coup, cette notion, on va dire, de forme aussi, ça peut induire en erreur la personne qui va lire l'article. Du coup, après, il y a la manière dont les réseaux sociaux sont construits aussi en eux-mêmes qui fait en sorte de contribuer en fait, au phénomène de diffusion des réseaux sociaux. Par exemple, une chose que vous connaissez, je pense, assez bien, et que ça s'explique assez facilement, c'est-à-dire que les articles que vous allez retrouver sur votre fil Facebook, notamment, en fait, ils sont régis par ce qu'on appelle un algorithme. Alors cet algorithme, c'est un algorithme qui est secret et dont Facebook ne veut pas révéler, on va dire, le contenu de cet algorithme, qui fait que, par exemple, sur votre mur, vous allez avoir des articles qui reviennent, toujours des mêmes personnes, ou alors tout le temps des personnes ou alors des articles qui vont un peu aussi dans votre sens, qui sont un peu du même avis que ce que vous avez pu lire juste avant. Donc par exemple, plus il y a de likes et de partages sur un article, plus l'article il va apparaître sur votre fil d'actualité. Alors ça ne veut pas dire que cet article il est vrai ou faux, ou il est bien ou il est nul, ça veut juste dire qu'il y a énormément de gens qui l'ont partagé et qui l'ont liké. Donc en gros, et ça fait comme une sorte d'effet, on va dire un peu boule de neige, c'est-à-dire que plus un article est liké, plus il est mis en avant, donc plus il est liké, donc plus il est mis en avant, donc forcément on va avoir un effet boule de neige avec l'article en question. Il faut savoir que souvent, les articles qui sont le plus likés ou commentés, ça va être des choses qui peuvent être soit sensationnelles, soit des choses un peu, peut-être un peu morbides, ou des choses un peu décalées, tout ça. Enfin, en fait, des choses qui sont parfois assez loin de la réalité, parce qu'au final, la réalité, elle est parfois, elle n'est pas aussi marrante, elle n'est pas si marrante que ça, donc forcément, on se rend compte que les articles les plus partagés, c'est ceux qui sont souvent drôles, ou qui sont incongrus, ou qui sont exceptionnels, ou ce genre de choses, et en fait qui sont parfois bien loin de la réalité. Donc ça, c'est et c'est le fonctionnement même des réseaux sociaux, si vous voulez. Tout est basé là-dessus. Donc ça, c'est une première chose. C'est ce que je vous disais, voilà, le sensationnalisme a moins de succès qu'un contenu sobre. C'est-à-dire qu'un contenu qui est publié sur un site de recherche, voilà, avec des références, quelque chose d'un peu, on va dire, lourd, entre guillemets, à lire, forcément, il sera moins partagé qu'un petit article qui raconte comment un tel a sauté en parachute et qui s'est écrasé, alors qu'en fait, c'était pas forcément le cas. D'accord ? Après, il y a une autre chose aussi qui rentre en jeu, dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on appelle la bulle de filtre. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est ce que j'évoquais un peu là au début, tout à l'heure. Ce qu'on appelle la bulle de filtre, c'est, imaginons par exemple, vous vous intéressez, aux extraterrestres, à Roswell aux États-Unis, ce genre de choses. Donc, vous allez faire une recherche sur Google, même sur n'importe quel moteur de recherche. Et bizarrement, la fois d'après, quand vous retournez sur Google vous propose automatiquement des articles sur les extraterrestres, sur Roswell, sur tout ça. Et en fait, les moteurs de recherche, et même
Facebook et même Twitter et même tous les réseaux sociaux et dont YouTube vont continuer à vous proposer des choses qui vont dans le même sens que ce que vous pensez. Donc si vous pensez déjà que les extraterrestres existent, eh ben, ils vont continuer à vous proposer des articles qui vont aller dans ce même sens-là. D'accord ? Et ça, c'est important parce que vous allez vous dire « Ah ouais, mais en fait, j'ai raison parce que quand je regarde sur le web, tous les articles que je lis, c'est que des articles qui montrent que les extraterrestres existent. » D'accord ? Et ça encore, c'est encore une question, c'est lié à l'algorithme aussi. C'est-à-dire que c'est fait pour vous conforter dans votre univers mental, en fait, dans ce qu'on appelle votre bulle, où vous pensez que tout le monde pense comme vous et que ce que vous pensez, que du coup c'est juste et que vous avez raison. Donc là aussi, c'est difficile parfois il faudrait prendre le temps d'effacer l'historique de ces moteurs de recherche ou même des réseaux sociaux. Mais c'est pas forcément quelque chose qu'on tend à faire. Donc cet effet-là de bulle de filtre, en fait, elle vient conforter, si vous voulez, vos idées, les idées que vous avez, que vous avez déjà. D'accord ? Alors. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, en fait, la différence entre vous, utilisateurs des médias, et vous, utilisateurs des réseaux sociaux, c'est que quand vous utilisez les réseaux sociaux, d'une certaine manière, c'est quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'autre, en l'occurrence l'algorithme, qui va choisir pour vous les contenus que vous allez voir. C'est-à-dire que ça va être un ordinateur avec un calcul bien précis qui va vous proposer certains contenus. En fait, vous n'êtes pas, c'est comme si on n'était pas forcément libre de choisir les contenus qu'on va voir sur notre mur, par exemple. Moi, souvent, je me dis « Ah, mais là, mon mur, ça fait 3 jours, il est pareil, comment ça se fait ? Il y a bien des choses qui sont dites, les gens continuent bien de publier. Pourquoi est-ce que ça fait 3 jours que je vois toujours les mêmes articles sur mon fil d'actualité ?» Et ben parce qu'en fait, il y a quelque chose derrière qui va en fait choisir pour vous, donc à votre place, ce que vous allez voir, ce qu'il pense que ça peut vous intéresser, et du coup qui va aiguiller et orienter vos points de vue sur plein de choses. Alors vous allez me dire, oui, mais par exemple, quand on écoute la radio, c'est pas nous qui choisissons ce qu'on a envie d'entendre. Quand on ouvre le journal, c'est pareil. Certes, effectivement, ça va être des journalistes qui vont faire pour vous le choix de l'information, qui vont aller hiérarchiser cette information. Mais au moins, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'au moins, c'est une personne humaine et c'est pas un robot qui va choisir pour vous. C'est-à-dire que c'est une personne qui a une formation, qui a fait des études et qui va décider de hiérarchiser, qui va décider la manière dont il va hiérarchiser l'information et dont il va vous la présenter. Et je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est d'avoir ce sentiment de pouvoir choisir. Moi, par exemple, ce que j'aime, c'est aller dans un marchand de journaux et acheter tel journal, ou écouter telle et telle radio, et puis après me faire mon opinion sur ce que je lis, et c'est-à-dire je vais faire l'action moi-même d'aller choisir ce que j'ai envie de lire, sur quel site j'ai envie de le lire, et comment j'ai envie au final de m'informer. Alors qu'avec les réseaux sociaux, on a cette capacité en fait à subir l'information et à avoir cette impression de ne pas pouvoir... qu'il y a autre chose qui dicte pour vous, en fait, ce qui est important ou pas. D'accord ? Donc, face à cette situation, ça fait quand même quelques années que les journaux et les réseaux sociaux, les journaux et les médias se sont un peu emparés de la question, puisqu'en fait, on se rend compte que y a une très forte méfiance et même une défiance vis-à-vis des médias, entre guillemets, traditionnels, et des journalistes, ce que je comprends, hein. Je veux dire, voilà, c'est vrai qu'on est une profession qui parfois a pu faire des erreurs et souvent peut-être en fait encore, mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter après. Mais du coup, quand même, on se retrouve confronté à des situations où en fait la diffusion des fausses informations va plus vite que la diffusion des vraies informations. Du coup, quand on est journaliste, c'est assez compliqué pour nous en fait de savoir comment réagir, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ces fausses informations, est-ce qu'il faut les contredire, est-ce qu'il faut aller les vérifier puis dire après que c'est faux, enfin voilà, tout un mécanisme de ce qu'on appelle du fact-checking, donc en anglais fact et checking. Donc dans plein de médias traditionnels, entre guillemets, ils ont
créé un service de vérification de l'information. Donc sur France 24, ça peut s'appeler Les Observateurs. Donc pareil, eux, c'est plutôt des vidéos qui circulent en fait un peu dans le monde entier. Donc après, ils envoient des journalistes sur place pour aller montrer comment et pourquoi la vidéo qui circule sur le web, en fait, elle est fausse. Où on va avoir Désintox, qui est le service d'Arte. Donc c'est pareil. Ils vont prendre un sujet sur lequel il y a beaucoup de polémiques et ils vont envoyer des journalistes rechercher les vraies informations. Et notamment aussi sur Libération, qui s'appelle Check News. Et alors, eux, ils répondent à des questions posées par les lecteurs et les internautes. C'est-à-dire que vous, par exemple, si ces derniers temps, il y a une polémique, je sais pas moi, sur Twitter ou sur, je sais pas ou sur YouTube, peu importe, et que vous vous demandez si c'est vrai ou pas, vous pouvez leur envoyer une question en leur demandant est-ce que cette information, elle est vraie ou pas, ou est-ce que Emmanuel Macron, il a bien dit ci ou il a bien dit ça, est-ce qu'il y a eu tant de morts, enfin voilà, vous pouvez leur poser directement la question. Et du coup, c'est les journalistes de Libé qui vont aller enquêter, si vous voulez, pour vous, afin de vous apporter la réponse. Et on a un autre site internet, donc Le Monde, qui a créé un service qui s'appelle le service des décodeurs, et ils ont notamment les décodex. Avec le groupe que je vais suivre, là, on aura peut-être l'occasion de voir un peu comment ça fonctionne. En fait, vous pouvez taper le nom ici dans le décodex, là en bas, vous pouvez taper le nom du site internet sur lequel vous vous informez, et du coup, le service en question, ils vous diront, c'est un site internet alimenté par des militants d'extrême gauche, d'extrême droite, ou c'est un site complotiste. Voilà, ils auront un peu recherché en amont, en fait, qui produit derrière le site sur lequel vous vous informez. Voilà. Alors après aussi, du côté des plateformes même, donc notamment Twitter et Facebook, comme ils ont été énormément mis en cause et critiqués pour la publication et la diffusion de fausses informations, ils ont commencé un peu à se remettre en cause par rapport à tout ça. En fait, eux, ils disent de leur côté, ah mais nous, on n'est pas responsables, on n'est que, si vous voulez, le support physique de diffusion de ces informations-là, on n'est pas responsable du contenu des publications. Alors ça, pareil, ça pose question, parce que par exemple, si on prend un journal, ce journal-là, pareil, il pourrait dire, je ne suis pas responsable des contenus qui sont diffusés sur ce journal. En l'occurrence, ce n'est pas le cas, puisque dans le droit de la presse, c'est le directeur de publication qui est responsable des contenus publiés dans son journal. Et en fait, si vous avez l'impression qu'il y a eu des fausses informations, il y a eu une atteinte à la vie privée, il y a eu diffamation, tout ça, vous pouvez porter plainte et attaquer en justice le directeur de publication du journal, de la télévision, de la radio. Donc c'est-à-dire que en fait, ces personnes-là sont responsables pénalement en fait, pour les contenus qu'ils diffusent. Alors, du coup, pourquoi Facebook et Twitter ne pourraient-ils pas être eux-mêmes responsables des contenus qui sont publiés sur leur plateforme? Eux, ils s'en défendent complètement. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas prendre part à ces débats-là et disent, nous, on n'est pas responsables, c'est pas de notre faute si les contenus qui sont diffusés sont faux. Voilà. Quand même, Twitter et Facebook, ils ont quand même été un peu obligés de prendre le problème à bras-le-corps. Ils étaient quand même assez critiqués sur cette question-là. Donc sur la pression, donc Twitter a annoncé notamment la fin des publicités politiques, c'est-à-dire des tweets sponsorisés politiques. Donc par exemple, si Donald Trump il publie un tweet politique en disant oui, le sida n'a jamais existé, par exemple, du coup on va dire non, en fait on ne va pas publier le tweet ne sera pas publié. Par contre, en revanche, Facebook, au contraire, lui, les autorise et, comme je vous disais, il refuse de vérifier le contenu au nom de la liberté d'expression. D'accord ? Il faut savoir aussi qu'aux États-Unis et en France, la liberté d'expression, elle n'a pas les mêmes limites. Aux États-Unis, elle n'a pas du tout de limites, alors que chez nous, il y a vraiment des limites très précises et c'est encadré par la loi. D'accord ? En revanche, Facebook, depuis avril 2017, il délègue à des journalistes. En fait, il a créé des partenariats avec plusieurs journaux et plusieurs médias. En fait, il a créé des partenariats pour déléguer les fausses informations, les messages qui relaient des fausses informations. En fait, il les transfère à des journalistes partenaires.
qui vont aller faire le travail d'enquête pour aller vérifier si cette information, elle est vraie ou pas. D'accord ? Voilà. Après, ça reste quand même, selon moi, ça reste quand même minime, on va dire, parce que pour avoir déjà travaillé sur le sujet, en fait, l'information qui est fausse, elle nous arrive à nous en tant que journalistes alors qu'elle a déjà été diffusée, qu'elle a déjà circulé, et elle a déjà été partagée des millions de fois. Donc j'en ai un peu envie de dire, on a à peine le temps de commencer à se rendre compte qu'il faut vérifier une information que déjà en fait tout le monde l'a déjà vue, et puis il y a déjà eu une autre fausse information qui a eu le temps déjà de circuler sur Internet. Donc c'est très compliqué en fait de savoir comment réagir en tant que journaliste et en tant que média par rapport à ça, par rapport à ce phénomène qui est hyper puissant. Du coup, même les États s'y sont mis. En France, par exemple, c'était l'année... Il y a une loi qui s'était relative à la lutte contre la manipulation de l'information, qui a été promulguée le 22 décembre 2018 et qui devait être à l'origine d'un nouveau dispositif en fait, juridique pour protéger, entre guillemets, la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Mais bon, alors là, on est de fin 2020, ça fait presque 2 ans qu'elle a été promulguée. C'est bon ? Ça marche ? Ouais. Du coup, ça fait déjà 2 ans qu'elle a été promulguée, et en fait, c'est très difficile de voir si elle a un impact ou pas actuellement. Parce que, est-ce que c'est la question, qui est un peu une question philosophique qu'on peut se dire, c'est est-ce que c'est à l'État et au juge de dire qui dit la vérité ? C'est-à-dire, est-ce que si dans le cas d'une fausse information, est-ce que c'est à un juge de dire cette information est vraie, non, celle-ci elle est fausse ? Voilà, c'est très difficile même au niveau, on va dire, philosophique et éthique de voir comment réagir par rapport aux fausses informations. Est-ce que c'est à un juge de décider ? Et puis, il peut y avoir notamment des risques de censure et d'atteinte à la liberté d'expression. Voilà. Du coup, je ne sais pas trop quelle heure il est, mais c'est bon ? Ouais. Du coup, comme petite conclusion, ce que j'avais envie, moi, de vous dire à la fin de cette petite conférence, c'est qu'en fait, se prémunir des fausses informations, c'est aussi beaucoup une question d'éducation aux médias et une question de responsabilisation de chacun. C'est-à-dire, par exemple, si vous voyez une publication sur Internet, ok, vous n'allez peut-être pas avoir tout le temps d'aller regarder, vérifier l'info, tout ça, mais juste prenez 5 secondes avant de partager et demandez-vous déjà d'où vient cette information-là, qui l'a produit, et est-ce qu'elle a l'air vraisemblable, est-ce qu'elle a l'air vraie, est-ce qu'elle a l'air fausse, d'avoir, si vous voulez, un minimum de recul et de regard critique par rapport à cette information-là. Et ça, ce que je vous demande, ce regard critique, je pense que c'est important de l'avoir aussi vis-à-vis des médias. Il faut l'avoir vis-à-vis des médias, il faut l'avoir aussi vis-à-vis des réseaux sociaux et vis-à-vis des médias. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de ne pas forcément dire oui, de toute façon, les journalistes, ce qu'ils font, ils racontent n'importe quoi, ou oui, les réseaux sociaux, c'est que des fausses informations. Non, ça c'est sûr que non. Moi, comme je vous ai dit, je pense qu'il ne faut pas opposer les médias aux réseaux sociaux. De toute façon, maintenant, les réseaux sociaux, ils sont là. Beaucoup de gens s'informent comme ça. Ce qui est plutôt important, c'est d'apprendre à savoir, de savoir comment, d'apprendre à bien s'informer sur les réseaux sociaux, et de connaître aussi les mécanismes de diffusion et de propagation des fausses informations. Merci.